Donc, on va commencer par Sophie Lambert, pardon, de Bobby Réemploi, qui va nous faire une petite présentation aussi. On aura quelques minutes d'échange juste à la fin. Donc, je vous laisse la parole. C'est bon, c'est tout bon. Bonjour, merci. Donc, Sophie Lambert de Bobby Réemploi. Je vais vous présenter, donc ouais, c'est bon, ça s'affiche, le diagnostic PEMD pendant un petit moment, avec comme objectif de ma présentation, si j'aurais réussi ma présentation, si à la fin vous comprenez bien la différence entre un diagnostic déchets, ressources, PEMD, si vous connaissez la réglementation sur le diagnostic, le rôle du diagnostiqueur et que vous savez comment exploiter un diagnostic. Donc pour cela, déjà pour commencer, quelles sont les raisons pour lesquelles on fait un diagnostic? Il y a des raisons tout d'abord réglementaires que je vais commencer par vous expliquer. Puis c'est pas seulement réglementaire, c'est vraiment un outil qui peut servir dans votre gestion des déchets. Donc disposer de données chiffrées pour planifier votre déconstruction, savoir quelles sont les quantités de déchets produits par typologie et savoir aussi qu'est-ce qui est réemployable. Donc tout à l'heure, Cécile a montré quelques exemples de diagnostic ressources. C'est grâce à cette étape de diagnostic qu'on peut savoir quelle stratégie de réemploi on peut mettre en place dans le projet. Et donc l'idée, tout l'objectif du diagnostic PEMD, c'est de changer la vision sur son bâtiment. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on va broyer et envoyer en enfouissement, ça devient une banque de matériaux qui peut à la fois produire du réemploi, enfin des nouvelles sources de matériaux à réemployer telles quelles, mais aussi une source de matières premières pour le recyclage et minimiser ce qui est envoyé en enfouissement. Donc pour commencer sur l'aspect réglementaire, je vais refaire des redites avec ce qui a été dit avant. Mais donc le diagnostic a d'abord été imposé en 2011 par la réglementation sur le tri et la gestion des déchets. Et il s'agissait donc du diagnostic déchets à ce moment-là, que je vais détailler plus tard, mais qui était obligatoire donc pour plus de 1000 m² démolis, ou pour des activités industrielles qui potentiellement avaient des déchets dangereux sur leur site, et donc il fallait suivre. Suite à, on va dire que c'était pas une grande réussite ce diagnostic déchets, je reviendrai après dessus, mais il n'était pas très réalisé, pas très suivi. La loi AGEC donc a transformé ce diagnostic en diagnostic produits, équipements, matériaux, déchets, PEMD, qui est obligatoire depuis le janvier 2022. Cette date, c'est la date soit du dépôt de permis de construire, soit aussi des consultations d'entreprise, mais on y reviendra plus tard. Donc, l'objectif de la loi AGEC, pourquoi la réglementation change, c'est donc pour renforcer le diagnostic déchets qui était fait que dans 5% des cas. C'est une étude de l'ADEME qui a calculé ça. Également pour élargir le périmètre, enfin élargir et clarifier le périmètre, puisque le diagnostic déchets, c'était pour les bâtiments démolis ou une démolition, une partie majeure du bâtiment démoli. Enfin, c'était pas très clair de qu'est-ce qui était concerné par le diagnostic. Donc là, cette fois-ci, c'est clair. C'est les opérations qui font plus de 1000 m². Si c'est plusieurs bâtiments côte à côte qui, ensemble, font plus de 1000 m², mais séparément pas 1000 m², c'est aussi dans le cadre du diagnostic. Et c'est aussi les bâtiments réhabilités. Et j'ai plus loin dans la présentation la définition de qu'est-ce qui est une réhabilitation significative. L'objectif de la loi AGEC, c'est aussi donc de mettre en avant le réemploi et d'uniformiser les données avec notamment la mise en place d'un nouveau CERFA qui est géré par le CSTB. Donc je vais vous refaire l'historique d'abord de qu'est-ce que c'est le diag déchets selon le décret de 2011. Puis je vais vous parler du diagnostic ressources, puis la synthèse des deux, le diagnostic PEMD. Donc le diagnostic déchets, ça consiste à faire une quantification exhaustive de tous les déchets produits par le bâtiment
par typologie. Donc c'est-à-dire qu'on va vraiment compter tous les déchets, enfin même ce qu'on ne voit pas forcément quand on se balade dans un bâtiment. Et il y avait un CERFA également qui classait les déchets par typologie. Donc il y avait 3 grandes typologies, déjà les déchets inertes, déchets non inertes, non dangereux et déchets dangereux. Puis par catégorie, des sous-catégories, par exemple les déchets inertes, il y avait le béton, tout ce qui était tuiles, briques, tout ce qui était céramique, tout ce qui est aussi enrobé, etc. Une fois qu'on avait fait donc, cette quantification, le diagnostic déchets dans le CERFA, on doit orienter les déchets vers des filières. Avec le réemploi sur site, ensuite potentiellement la réutilisation sur d'autres sites, et après principalement le recyclage. Donc c'était un outil qui était très tourné filière de recyclage. Donc il y avait un outil de l'ADEME pour recoller les données, enfin faire un recollement des données. Et donc c'était après la démolition qu'on devait mettre en ligne sur le site de l'ADEME son quantitatif de déchets réalisé. Et c'est là où tout à l'heure je vous disais 5%, c'était 5% des opérations soumises au diagnostic déchets qui mettaient en réalité leurs données sur le site de l'ADEME après démolition. Donc là, je vous donne un exemple, c'est un extrait du CERFA qui était obligatoire. Je vous le montre parce que le nouveau CERFA pour le diagnostic PEMD va un peu ressembler à ça aussi, donc ça peut être utile. Et oui, vous voyez la souris. Donc il y avait des données générales sur le bâtiment, donc sur le maître d'ouvrage, sur le diagnostiqueur aussi, et sur la nature de l'opération. Puis, donc, comme je vous disais, des grandes catégories, déchets inertes, déchets non inertes ou dangereux, et des sous-catégories. Et donc, les quantités, et après, par filière, avec réemploi sur site, réutilisation sur notre site, etc. Et donc, comme vous le voyez, cette classification des déchets rend difficile le réemploi, parce que, par exemple, on va reprendre l'exemple tout à l'heure des portes qui a été montré. Dans un diagnostic déchets, les portes, on va les compter en tonnage, volume de bois. Donc là, c'est la catégorie bois non traité ou faiblement adjuvanté. Alors que si on veut faire du réemploi de portes, on a besoin de savoir combien il y a de portes, quelles dimensions elles font, est-ce que c'est du chêne, du pin, de l'aggloméré. On a besoin d'avoir beaucoup plus d'informations sur ces matériaux que ce qu'on a ici, simplement une case bois avec une quantité. D'où la création du diagnostic ressources par les acteurs du réemploi il y a quelques années, pour quantifier et qualifier les matériaux qui ont un potentiel de réemploi. Ce diagnostic, à la différence du diagnostic déchets, n'est pas exhaustif, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur les matériaux qui ont un potentiel de réemploi. Tout à l'heure, on a bien vu qu'il y avait une différence entre la quantité de matériaux, de déchets produits par le bâtiment et le potentiel de matériaux réemployables. Il y avait un petit écart, donc c'est lié à ça. Il n'y a pas tous les matériaux qui ont un potentiel de réemploi. Et donc l'objectif du diagnostic ressources, c'est de faire une sorte de catalogue du bâtiment, que ça devienne donc une banque de matériaux disponibles et étudier les filières de réemploi possibles. Donc pour revenir sur le potentiel de réemploi, petite question, si on va reprendre du coup cette salle, quels matériaux, selon vous, ont un potentiel de réemploi? Alors, je ne sais pas si on fait passer le micro ou sinon si vous parlez fort. Les fauteuils, les tablettes, les garde-corps, j'ai entendu, les luminaires, les gaines. Tout. Ok. Nous, on se donne quelques critères pour identifier qu'est-ce qui a un potentiel de réemploi. Et donc, ça peut être une grille de lecture qui peut vous servir à identifier qu'est-ce qui est réemployable dans vos projets. Déjà, il faut que le matériau il soit en bon état ou qualitatif. Parfois,
comme par exemple l'exemple des portes en chêne, je reviens dessus. C'est un matériau parfois qui peut être abîmé, qui a pris d'époque dans son histoire. Par contre, c'est du bois massif qui peut être facilement retravaillé. Et il suffit de refaire un coup de ponçage et on va retrouver la qualité du matériau. Il faut aussi que le matériau il soit en quantité suffisante et un gisement homogène. Alors là, ça, c'est plus pour des raisons, on va dire, économiques, d'économie de projet. Si dans un bâtiment de 100 logements, on a dans chaque logement un lavabo qui a un modèle différent, ça va être un très gros travail déjà d'inventorier chaque modèle de lavabo. Et ensuite, on va plutôt après trouver des personnes qui vont récupérer les lavabos un par un, vu que c'est 100 modèles différents. Donc ça va nous demander beaucoup de travail. Alors que si on a 100 lavabos identiques, là on va pouvoir trouver un projet avec un seul ou deux repreneurs qui vont reprendre le lot en gros, et donc ça va nous demander un travail suffisant, enfin un travail équivalent à ce qu'on va, enfin l'énergie qu'on va y mettre va être raisonnable. Il faut aussi que le matériau soit déposable soigneusement. Et donc là, par exemple, vous disiez tout dans le bâtiment. Moi, je vois que ce qu'il y a en plafond, le plafond acoustique, potentiellement, ça peut être compliqué à déposer parce qu'il y a eu du plâtre sur les fixations, sur les vis. Et donc, ça peut être compliqué. Alors, il y a des personnes qui arrivent à le déposer soigneusement, mais ça peut être quand même un travail assez compliqué. En plus, il y a l'accessibilité de travailler en hauteur, etc. Et donc, tous les matériaux ne sont pas déposables soigneusement. Donc ça limite déjà une partie des matériaux. Il peut y avoir par exemple des matériaux qui sont collés, des joints en silicone, des matériaux qui sont scellés. Là ici les garde-corps ils sont boulonnés, donc on peut les démonter, mais s'ils étaient scellés dans le béton, ça aurait compromis leur réemploi. Il faut aussi que les matériaux ne comportent pas de substances dangereuses. Alors en général on a les diagnostics amiante et plomb qui sont disponibles. Donc tout ce qui est matériaux contenant de l'amiante ou du plomb à écarter tout de suite du réemploi. Après, selon les années de construction et les types de matériaux, il peut y avoir d'autres pollutions potentielles et donc se renseigner sur les pollutions potentielles de chaque époque de construction. Il faut aussi que le matériau il ait un débouché derrière. Parce que, donc, pareil, là, dans ce bâtiment, tout peut être réemployé, enfin, une grande partie peut être réemployée. Mais aujourd'hui, on va avoir du mal à trouver des lots techniques, enfin des entreprises qui posent des gaines, par exemple, qui veulent bien réemployer de la gaine. Et donc, peut-être que dans 2 ans, il y aura les normes auront évolué, enfin le cadre réglementaire aura évolué, peut-être que l'état d'esprit des entreprises aura évolué et que ça sera un matériau qui aura un potentiel de réemploi. Aujourd'hui, on va avoir du mal, si on devait la déposer demain, on va avoir du mal à trouver une entreprise qui sera prête à racheter de la gaine de réemploi. Voilà, donc ça fait 5 critères qui permettent d'avoir une grille de lecture. Alors parfois, les 5 critères ne sont pas remplis, mais en tout cas, ça permet déjà de hiérarchiser sur quoi on va placer son énergie au moment de la démarche de réemploi. Et donc là, je vous montre un petit exemple de fiche ressources qu'on fait chez Bobier Réemploi, avec notamment, en haut, on fait un petit code couleur sur les critères que je vous ai donnés tout à l'heure, avec l'état du matériau, est-ce qu'il est déposable facilement, est-ce qu'il a un bon potentiel de réemploi, et est-ce qu'il y a un risque de pollution. Et donc, par exemple, là, c'est une fiche sur les lavabos et les éviers inox de logements sociaux à Chenauve, donc un projet d'Orvitis. Typiquement, les lavabos, il y a certains lavabos où il y a de la faïence amiantée pas loin. On a mis un petit code couleur orange pour que la personne qui va récupérer les lavabos ait le réflexe de regarder le diagnostic amiante avant d'intervenir. Et donc là, on a les quantités par bâtiment avec les dimensions des lavabos. Et donc, ce n'est pas uniquement un tonnage de céramique potentiellement recyclable en granulat, mais c'est vraiment le matériau avec ses dimensions qui peut être réemployé. Et quelques informations ensuite sur l'état du matériau, est-ce qu'il est facile à déposer, quel protocole, comment il peut être réemployé.
On recherche aussi les informations qu'on a à disposition. Par exemple, sur ce bâtiment, on savait que ça avait été posé en 1971, ce qui va permettre derrière de retracer l'histoire du matériau. Et donc, le diagnostic ressources, c'est une première étape dans la caractérisation d'un matériau qui ensuite peut être alimenté par des études complémentaires. J'y reviendrai plus tard, mais selon l'usage qu'on va en faire, peut-être qu'on va devoir faire des études supplémentaires. Par exemple, là, un test de dépose pour vérifier est-ce que ça se dépose bien. On va pouvoir peut-être tester, faire un contrôle visuel plus précis de tous les lavabos, etc. Donc le diagnostic PEMD, c'est donc la synthèse entre le diagnostic déchets de 2011 et le diagnostic ressources qui avait été mis en place par les acteurs du réemploi, qui donc a un objectif d'uniformiser les pratiques, puisque le diagnostic ressources, jusque-là, c'était les acteurs du réemploi qui les faisaient selon leur propre modèle. Après, il y a le programme européen du FCRBE avec les guides qui ont été montrés à la fin de la présente présentation, qui montrait déjà des exemples de diagnostic pour uniformiser les pratiques. Et donc là, on va aller plus loin avec un CERFA commun. Et donc, voilà, depuis janvier 2022, il faut faire ce diagnostic qui permet à la fois d'identifier ce qui est réemployable et recyclable. Donc, comme je le disais, le périmètre a été clarifié. Donc, les bâtiments de plus de 1000 m² démolis ou une rénovation significative, et toujours les bâtiments qui ont eu une activité industrielle et donc qui peuvent avoir été le siège d'utilisation de matériaux dangereux, et donc il faut vérifier. Non, j'ai l'impression qu'il me manque une slide. Bon, c'est pas grave. Parce que j'avais fait une slide aussi, je crois, sur les... qu'est-ce que c'est une rénovation significative? Elle va peut-être arriver plus loin. Mais pour vous le dire oralement, il y a plusieurs lots de travaux qui ont été identifiés. Donc par exemple, le fait de changer de refaire les cloisons intérieures, de changer les menuiseries, de changer les équipements sanitaires, les réseaux électriques, la façade, les systèmes de chauffage. Et donc si au moins 2 lots sont concernés par les travaux, on considère que c'est une rénovation significative. Donc ce qui est important dans ce terme de rénovation significative, c'est que finalement, là, on va avoir une grosse phase de rénovation énergétique des bâtiments. Et les rénovations énergétiques, en fait, on change vite les menuiseries extérieures, parfois les façades, les systèmes de chauffage. Parfois, on refait d'autres travaux en plus, on va refaire l'aménagement intérieur, changer les cloisons. Et donc, on arrive très vite à 2 lots. Donc, globalement, quasiment tous les projets de rénovation énergétique sont concernés par le diagnostic PEMD. Comme je disais aussi, il y a le CSTB qui va participer donc à la normalisation du diagnostic PEMD et qui en fait va mettre en place une plateforme réglementaire qui est en cours de développement. Cette plateforme, elle va servir à mettre en ligne les diagnostics PEMD. Il faudra mettre en ligne les diagnostics une fois qu'ils sont faits, donc avant le démarrage des travaux, puis après les travaux de démolition, il faudra mettre le réel, donc de ce qui a vraiment été produit en déchets, donc qu'on pourra suivre avec des bordereaux pendant la déconstruction. Le CSTB est aussi en train de réfléchir à des fonctionnalités supplémentaires de cette plateforme, vu que tout le monde va mettre ses diagnostics sur le même outil. Ils sont en train de réfléchir à ce qui est la possibilité de partager en fait son diagnostic, de le rendre visible par tous, pour que les maîtres d'ouvrage puissent savoir quelles déconstructions sont disponibles, vont avoir lieu dans les prochains mois dans leur secteur, et pouvoir voir est-ce que des matériaux d'une autre déconstruction pourraient servir à son propre projet. Alors ça, ces fonctionnalités supplémentaires vont sûrement prendre plus de temps à développer et seront sûrement pas opérationnelles fin 2022, mais l'objectif, c'est que la plateforme, au moins, où on recense ces diagnostics, soit opérationnelle fin 2022,
Et il y a eu un projet d'arrêté avec le modèle du CERFA qui a été publié et qui a été mis en consultation. Et donc je pense qu'on va avoir l'arrêté officiel avec le CERFA officiel dans les mois à venir, donc d'ici fin 2022. Si vous avez des questions sur ce sujet, j'ai noté l'adresse mail du CSTB qui pourra vous répondre plus amplement. Donc comme je disais, le diagnostic PEMD aujourd'hui, ça donne une première base de savoir qu'est-ce qu'il y a dans son bâtiment. Par contre, il faut parfois aller plus loin que le diagnostic PEMD. Notamment, parfois, des études complémentaires peuvent être nécessaires, comme donc, des tests de dépose soignés, des études structure, par exemple, si on souhaite réemployer la charpente métal qui est dans cette salle. Dans le diagnostic PEMD, on va identifier qu'il y a une charpente métal qui est déposable a priori parce que c'est des fixations boulonnées. Mais au stade du diagnostic PEMD, on va peut-être pas faire d'études structure et peut-être pas non plus prélever d'échantillons, les envoyer en laboratoire pour vérifier la nuance d'acier, etc. On va attendre souvent d'avoir le nouveau projet qui va réemployer le matériau avant d'engager ces études complémentaires qui peuvent être chronophages et coûteuses. Donc c'est plutôt, on va dire, un travail qui se fait par itération. Selon les débouchés qu'on a, on peut augmenter son diagnostic de certaines études. Ah oui, donc ça c'était inversé. Et on peut aussi compléter son diagnostic par des outils d'aide à la décision. Parce que donc aujourd'hui, on a un diagnostic, mais comment savoir comment je vais l'exploiter et qu'est-ce que je veux en faire. On peut faire plusieurs études en plus pour mieux exploiter son diagnostic et mettre en place une stratégie de valorisation. Donc parmi les études qui peuvent être utiles pour analyser un diagnostic, déjà faire une étude économique, savoir combien ça va me coûter plus cher de faire de la dépose soignée, est-ce que je peux revendre les matériaux, est-ce qu'ils ont une valeur marchande, comparer l'économie de benne par exemple avec le potentiel de revente, quel est aussi l'impact environnemental. Il y a des matériaux, notamment tout ce qui est passé par des fours, enfin tout ce qui a nécessité beaucoup d'énergie de cuisson pour fabriquer un matériau, va vite avoir un impact environnemental très important, alors que des matériaux à base de bois vont avoir un impact environnemental plus faible. Donc parfois, ça va pouvoir nous guider pour nous dire on va peut-être se concentrer sur... je reviens sur les lavabos, parce que l'impact environnemental est important, que ça va être facile à déposer, que financièrement, ça peut être rentable. Et donc, si on n'a pas beaucoup de temps et qu'on doit choisir, on va dire, 5 matériaux dans son bâtiment pour avoir une stratégie optimisée, on va se concentrer sur ça. On peut aussi faire des études sur le stockage, savoir de quelle surface on va avoir besoin pour stocker les matériaux. Et éventuellement, ça peut aussi permettre de privilégier certains matériaux par rapport à d'autres selon la place qu'on a réellement de disponible sur le projet. Et aussi faire une recherche approfondie des filières locales, trouver les débouchés, prolonger la recherche de débouchés, puisqu'au stade du diagnostic, on propose des débouchés. On va identifier, on sait qu'il y a telle structure dans la région qui a une matériothèque qui va pouvoir récupérer des matériaux. Mais on peut prolonger cette étude, notamment en publiant par exemple le diagnostic, en faisant un appel au réseau pour trouver des filières et vraiment acter quels matériaux ont un débouché et se concentrer sur ces matériaux-là. Pour faire ces études complémentaires, un AMO peut faire ces études complémentaires pour accompagner le maître d'ouvrage dans sa stratégie. Là, juste, je vous donne un exemple d'analyse multicritère qu'on fait qui permet d'avoir un visuel pour savoir sur quoi se concentrer. Alors là, ça peut paraître peut-être un peu... c'est peut-être pas très lisible, parce que c'était un gros diagnostic à Grenoble sur un ancien UFM. Et donc, on avait une vingtaine de fiches ressources. Et donc, comment savoir sur quelles fiches ressources on va se concentrer. Donc, on avait fait plusieurs
critères, notamment donc l'image qui est à votre gauche. Il y avait des tailles de ronds qui permettaient de voir quels étaient les plus gros gisements. Donc peut-être se concentrer sur les plus gros gisements avec tous les voyants verts et des plus petits gisements avec des voyants rouges, peut-être les mettre de côté. On avait étudié aussi la surface de stockage et l'autre diagramme, c'était l'impact environnemental et l'impact économique. Donc bon, globalement, vous voyez qu'il y a pas mal de rouge. Le réemploi, c'est pas forcément ce qui va permettre de gagner beaucoup d'argent, mais plus le rond est gros, plus il y a un surcoût important, plus le rond est petit, plus le surcoût est finalement presque iso-coût en pourcentage de coût de travaux. Parfois, en fait, ajouter 0,5% à son coût de travaux va permettre de faire beaucoup de réemploi. Donc les cercles ici qui étaient liés à l'impact environnemental. Et donc, en croisant les deux données, enfin les deux tableaux, ça permettait de voir qu'il y avait des gisements qui étaient importants, faciles à réemployer, qui avaient un gros impact environnemental et qui en plus coûtaient pas trop cher. D'autres qui au contraire étaient pas très intéressants. Et certains qui étaient parfois des petits gisements, mais à gros impact environnemental. Donc ça pouvait être intéressant de se concentrer dessus. Et voilà, ce type d'outil, là c'est un exemple parmi plein d'autres outils possibles, mais c'est des grilles d'analyse qui peuvent vous servir dans vos diagnostics. Et donc c'est une petite synthèse juste de à quelle situation, quel diagnostic, puisque tous les projets en fait n'ont pas un énorme potentiel de réemploi. Donc parfois, nous on a des maîtres d'ouvrage parfois qui nous contactent avec un projet dans lequel il n'y a vraiment pas grand-chose à réemployer et qui veulent par contre la totale. Enfin, ils veulent l'étude économique, l'étude environnementale, faire les études en laboratoire, etc. On leur dit que la première étape, c'est déjà de faire un diagnostic PEMD classique. Et à la suite du diagnostic PEMD classique, on va voir est-ce qu'il faut aller plus loin ou pas. Mais déjà, analysons le potentiel avant d'aller plus loin. Et ensuite, il y a différents contextes qui sont favorables ou pas au réemploi. Donc, le cercle du haut, déjà, si on a un projet qui est concerné par le décret, donc on est obligé de faire un diagnostic PEMD. Donc, il faut faire ce diagnostic. Ensuite, il y a des projets qui ont du potentiel de réemploi. S'ils sont concernés par le décret, il faut faire un diagnostic PEMD. Si ils ne sont pas concernés par le décret, on conseille de faire un diagnostic ressources uniquement. Donc par rapport à ce que je vous ai montré au tout début, de ne pas forcément rentrer dans la lourdeur de faire tout le diagnostic, simplement faire un diagnostic des ressources qui sont qualitatives pour le réemploi et de se concentrer dessus. Et on a enfin les projets avec contexte favorable au réemploi. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'il y a des projets où les maîtres d'ouvrage sont motivés, ont envie de faire du réemploi. Il y a des projets où on a du temps pour faire du réemploi. Il y a des projets où on a de l'espace de stockage. Je pense que le projet qu'on va visiter ce midi, c'est un projet où le maître d'ouvrage était motivé, où il y avait peut-être un peu d'espace aussi pour stocker, un phasage qui permettait le réemploi. Et donc, c'est des projets sur lesquels il faut faire un diagnostic complet et une mission d'AMO. Ce n'est pas le cas de tous les projets. Il y a des projets où la contrainte principale, c'est le planning, c'est le coût. Et sur ces projets-là, quand on a un planning très très contraint, qu'on ne va pas pouvoir ajouter une semaine de plus pour faire de la dépose soignée, on peut faire toutes les études qu'on veut en phase amont. En phase opérationnelle, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que c'est une petite synthèse simplement pour préciser qu'il faut y aller petit à petit de façon itérative et mettre après l'énergie au bon moment, au bon endroit et avec les acteurs qui permettent de faire des beaux projets et d'aller jusqu'au bout du diagnostic. Alors ensuite, petite précision, parce que c'est une question qu'on nous pose beaucoup. Qui peut faire le diagnostic PEMD ? Et ça rejoint un peu la slide précédente. Alors il y a déjà la réglementation
qui définit qui peut faire un diagnostic PEMD. Donc la réglementation demande que ce soit quelqu'un qui connaisse le milieu du bâtiment, qui ait soit une expérience de 3 ans ou un diplôme de minimum 2 ans dans le secteur du bâtiment. Il faut sinon pouvoir prouver qu'on connaît suffisamment bien le secteur du bâtiment pour faire ce diagnostic. Donc c'est assez flou, ça laisse un peu la possibilité à globalement tous ceux qui travaillent dans le bâtiment de faire un diagnostic. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut avoir une assurance spécifique qui assure pour le diagnostic PEMD. Et ça, les assureurs, notamment pour tout ce qui est réemploi, vont bien vérifier que la personne qui a fait le diagnostic est assurée pour le diagnostic PEMD, parce qu'après, ça peut jouer dans les matériaux de réemploi qu'on va choisir. Le projet qui va réemployer les matériaux peut demander peut aller vérifier l'assurance de celui qui a identifié le matériau. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est important d'être bien assuré. Et ensuite, selon le contexte dont je vous présentais les projets qui sont contraints par la réglementation, mais qui n'ont pas forcément un contexte favorable, des projets qui ont du potentiel de réemploi ou pas, il y a plusieurs typologies, plusieurs corps de métier qui savent réaliser des diagnostics, et à chaque contexte sont diagnostiqueurs. Donc on va dire qu'il y a déjà les diagnostiqueurs classiques qui ont l'habitude de faire les diagnostics amiante, plomb, qui faisaient les diagnostics déchets, qui sont en train de se former pour faire les diagnostics PEMD. Ils peuvent faire un très bon diagnostic PEMD classique. Par contre, c'est des acteurs qui vont pas pouvoir vous accompagner derrière en AMO et sur la prise de décision, et souvent ils connaissent peu les filières de réemploi. Donc sur un projet où il y a principalement par exemple du recyclage, parce que tous les matériaux de réemploi, par exemple on a déjà visité pas mal de plusieurs bâtiments où les bâtiments ont été squattés et pillés, et finalement, alors il y a eu du réemploi mais avant, et donc on se retrouve avec pas grand chose à réemployer, puis en plus tout ce qui pourrait être réemployable est amianté. Sur ces projets-là, faire appel à un diagnostiqueur classique, ça peut largement faire l'affaire. Il y a ensuite des bureaux d'études spécialisés en environnement, en gestion des déchets. Des bureaux d'études aussi qui, par exemple, font des certifications environnementales, qui se mettent à faire ce type de diagnostic. Il y a ensuite des structures spécialisées dans le réemploi, donc auxquelles il faut faire appel quand vous avez un projet avec du potentiel de réemploi et que vous avez envie de mettre en place une démarche de réemploi. Mais il y a aussi les maîtrises d'œuvre, par exemple les architectes, notamment sur un projet qui n'est pas soumis à la réglementation, qui fait moins de 1000 m², et sur lequel il y a une réhabilitation. Un architecte peut très bien faire un diagnostic de qu'est-ce qui peut être réemployé in situ, ex situ, etc. Par contre, il n'aura pas toujours le réseau derrière pour trouver les filières de réemploi. Et dernier point sur le diagnostic, quand est-ce qu'on le fait ? Il faut le faire avant de déposer les demandes officielles, donc comme le permis de construire, le permis de démolir, la déclaration préalable, et avant de passer les marchés de travaux. Après, nous, on recommande de le faire le plus tôt possible, parce que plus on va avoir de temps pour faire le diagnostic, plus on va le faire en amont, plus on va pouvoir trouver des filières derrière et anticiper la suite du projet. Je voulais terminer la présentation par 3 retours d'expérience de diagnostic qui ont été faits en région Bourgogne-Franche-Comté, qu'on a fait donc, dans cette région pour montrer que ça bouge ici et qu'il y a des projets qui ont fait des diagnostics et même avant que ça soit obligatoire. Donc premier retour d'expérience, le centre Dauphine à Dijon. Donc le maître d'ouvrage était de Mathieu Barre Immobilier. Donc dans le cadre d'une certification BREEAM, en fait faire un diagnostic déchets et ressources permettait d'apporter des crédits supplémentaires dans la certification. Le maître d'ouvrage a souhaité faire ce diagnostic sous l'impulsion du bureau d'études qui faisait la certification. Ce qui était assez intéressant dans ce projet, c'est qu'à la base, c'était simplement pour faire avoir des points en plus dans la certification. Et finalement, le diagnostic a vraiment joué son rôle de changement d'image sur le bâtiment. Le fait de montrer que le bâtiment, ce n'est pas seulement des déchets, mais aussi des ressources potentielles,
le maître d'ouvrage a souhaité aller plus loin dans la démarche et mettre en place du réemploi sur quelques matériaux. Et notamment, on a fait des journées de dépose participative sur ce projet, où des particuliers et des professionnels pouvaient venir pendant 2 jours déposer et récupérer des matériaux. Donc le principe, c'est donnant-donnant. Le matériau était gratuit, mais il fallait venir le déposer. Et on avait préétabli une liste de matériaux pour bien être sûr que ces matériaux n'avaient pas d'amiante, qu'il n'y avait pas d'amiante à proximité, et également que c'était des matériaux qui n'étaient pas dangereux à déposer, que des particuliers pouvaient facilement les déposer. Et comme c'était un centre commercial, il y avait aussi beaucoup d'aménagements en fait, de coques commerciales qui étaient très simples à déposer. Donc on a pu grâce à ces 2 journées, faire réemployer 5,8 tonnes de matériaux. Et on a fait le bilan carbone, ça représente à peu près 35 tonnes de CO2 qui ont été évitées. Autre exemple, alors toujours à Dijon, c'est la résidence Boutarik, qui est une résidence de 147 logements, qui est gérée par Grand Dijon Habitat et qui va être démolie bientôt. Donc là, on a eu une mission d'AMO économie circulaire avec, donc en première étape de la mission, le fait de faire un diagnostic PEMD. Et ce diagnostic, là, ça a vraiment été un outil pour la rédaction du cahier des charges, du CCTP, du démolisseur. Donc ça a permis d'avoir les lignes. En fait, on a fait un DCE avec des options de dépôt soigné par matériaux qu'on avait identifiés dans le diagnostic. Donc le diagnostic a permis de faire ces lignes d'options, d'avoir les quantitatifs, d'avoir également des indications sur le protocole de dépose, de conditionnement, etc. Et c'est vraiment donc une pièce du marché du démolisseur qui est centrale. Quelques exemples pour que vous ayez une idée des exemples de matériaux. Il y avait des radiateurs en fonte, 480 radiateurs, des panneaux d'OSB, 390 mètres carrés, des escaliers en bois métal. Il y avait aussi des pavés béton et des portes stratifiées. Donc d'ailleurs, si la recherche de filière est en cours, si jamais il y a des matériaux qui vous font de l'œil, n'hésitez pas à nous contacter. Et dernier exemple, les hospices de Beaune. C'est un projet donc, qui va être fait en conception-réalisation. Et là, la démarche des hospices est assez intéressante, c'est qu'ils nous ont contactés avant de lancer leur concours en conception-réalisation. Pour que le diagnostic soit une pièce qui serve de base à la réflexion des architectes dans la conception du futur projet. Donc on a fait un diagnostic PMD et aussi une étude multicritère comme celle que je vous ai montrée avec les ronds de couleurs. Et c'est une pièce qui donc est dans le concours et les architectes vont pouvoir s'en saisir pour choisir, mettre en place une démarche de réemploi dans leur projet. Et pareil, donc quelques exemples, des portes stratifiées. Beaucoup de mobilier bois, la pierre de Bourgogne, alors 180 lavabos et miroirs qui sont tous identiques, puisque toutes les chambres sont identiques. Et le faux plafond, on a sélectionné que les dalles de faux plafond qui étaient en bon état, récentes. Et ça représentait à peu près 700 mètres carrés. Pour aller plus loin dans le diagnostic, il y a des formations certifiantes qui sont en train d'être mises en place, et notamment une par le CSTB et Recovering qui dure 5 jours. Je pense qu'il y en aura d'autres qui vont se développer dans les mois et années à venir. Et je crois que notamment, désolé, j'ai raté la présentation du début, mais je crois que dans le cadre du programme de la région Bourgogne-Franche-Comté, il y a des formations qui vont être mises en place aussi. Il y a des outils digitaux aussi qui sont mis à disposition. C'est vrai que ça, j'en ai pas trop parlé, mais chaque diagnostiqueur a ses propres outils. Et il y a notamment des outils comme Batirim, Akibo ou Diagit qui peuvent être utilisés et faciliter le diagnostic. Et il y a le guide qui a été cité aussi tout à l'heure par le programme européen du FCRBE. Il y a un guide pour l'identification du potentiel de réemploi des matériaux qui est très clair et qui permet d'avoir une bonne base pour faire un diagnostic. Merci pour votre attention. C'est bon ? Merci beaucoup. J'ai pas du tout regardé le temps, je sais pas si... Non, c'est très bien.
On a le temps pour quelques questions. Et donc, le temps de monter les escaliers. Moi, j'en ai une toute petite. Tu as parlé tout à l'heure de rénovation énergétique et du fait qu'il allait y avoir plusieurs lots qui étaient concernés et que du coup, beaucoup d'opérations de rénovation énergétique allaient rentrer dans le cadre de ce diagnostic-là. Est-ce que par exemple sur un chantier où on change juste une menuiserie, enfin les menuiseries et on fait l'isolation par l'extérieur, on doit faire un diag de l'ensemble du bâtiment ou juste des parties qu'on déconstruit et qu'on remplacera? Oui, alors, je vais revenir sur la slide du coup parce qu'elle était juste interposée. Donc là, c'était la liste des lots qui sont concernés. Enfin, si on touche au moins 2 de ces lots, de ces éléments, on est concerné par le diagnostic. Donc, soit les planchers qui ne déterminent pas la résistance de l'ouvrage, les cloisons extérieures, les huisseries extérieures, donc les menuiseries, les cloisons intérieures, installations sanitaires et plomberie, installations électriques et systèmes de chauffage. Donc déjà, il faut, par exemple, si on change juste les fenêtres et qu'on fait une isolation par l'extérieur rapportée, qu'on ne va rien enlever en façade, déjà, on n'est pas forcément soumis au diagnostic. Et après, le diagnostic, il consiste à comptabiliser uniquement ce qui va être jeté, ou ce qui va être déposé, jeté ou réemployé, enfin réemployé en priorité. Donc, dans un diagnostic PEMD, on va vraiment comptabiliser que les matériaux concernés par les travaux. On ne va pas compter tout le bâtiment. Oui, déjà, merci pour vos interventions très didactiques, la vôtre comme les précédentes. Mais comme on parle de réemploi, on parle quand même beaucoup de patrimoine existant, de bâtiments existants. Pour autant, ici dans la salle, je vois énormément de maîtres d'ouvrage et de concepteurs qui investissent aujourd'hui. Et la conception d'aujourd'hui, c'est la déconstruction de demain. Donc il est aussi important de parler de notre patrimoine à construire aujourd'hui et demain. Ça fait, à mon avis, aussi partie du réemploi, proprement dit. Et là, on va rentrer dans une question purement philosophique, mais les produits génériques aujourd'hui, notamment pétrosourcés, métalliques, enfin tous les produits génériques conventionnels qu'on utilise, sont pensés, comme l'a dit très justement monsieur juste avant, dans une optique d'optimisation par le recyclage. Très souvent, c'est ça. Et il faut poursuivre cela, mais je pense qu'il y a peut-être un travail à fournir sur les produits dits premiers, à faible transformation, géo ou biosourcés, qui, eux, sont plutôt conçus depuis la base, selon une méthode pour la plupart, pas pour tous, mais justement de revalorisation, de réemploi et réutilisation. D'ailleurs, on le voit dans vos exemples, c'est extrêmement bien montré. Et je pense qu'il y a peut-être un travail aussi à fournir sur la conception d'aujourd'hui, et pas uniquement sur, tiens, ce vieux bâtiment, il y a ça qui est intéressant, ça qui est pourri dedans. Voilà, tout simplement. Donc je voulais apporter ce point-là parce qu'il me semble quand même important dans le débat de le spécifier. Oui, alors je pense aussi que Dominique Marie en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a la démarche plus globale de Cradle to Cradle et de comment est-ce qu'on déconstruit, enfin comment est-ce que notre bâtiment peut être une future banque de matériaux. Et c'est vrai que nous, sur les projets après qu'on accompagne en intégration de matériaux de réemploi, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que on fait du réemploi, mais après, par exemple, est-ce qu'on colle les matériaux qu'on va réemployer ou est-ce qu'on pousse vraiment la démarche jusqu'au bout de faire des fixations qui sont déposables après par la suite? Mais oui, c'est une question très importante. Un gros travail d'éco-conception des bâtiments et aussi bien suite à la rénovation que sur la construction neuve. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, question sur votre profession. Est-ce qu'elle risque de se structurer un peu plus via des certifications, labellisation du métier dans les temps à venir? Corollaire, est-ce qu'un maître d'ouvrage peut faire son propre diagnostic lorsqu'il fait un chantier? Et puis, troisième point, vous avez dit tout à l'heure que un bon moment, c'était lorsque le programme de travaux était défini, mais si on le fait avant, est-ce que ça ne peut pas orienter aussi certains programmes de travaux? Alors la première question sur la profession, alors oui, déjà avec les certifications, les formations comme celle du CSTB, il va y avoir des formations certifiantes il y avait
une certification au PQIBI sur le diagnostic déchets, qui va maintenant être diagnostic PEMD. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir la vérification des compétences de son diagnostiqueur via ce type, par exemple, de certification. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est nécessaire, mais en tout cas, ça sera un des moyens de vérifier les compétences de son diagnostiqueur. Par contre, est-ce que le maître d'ouvrage peut faire seul son diagnostic ? Oui et non. Enfin, par exemple, j'ai un exemple en Savoie, de l'EPFL de Savoie, qui fait des petites déconstructions. Donc c'est souvent des maisons qui font entre 100 et 200 mètres carrés. Et le maître d'ouvrage a pris le réflexe, avant chaque déconstruction, de venir faire son petit inventaire ressources. Et ensuite, il a tout un réseau, notamment auprès de la CAPEB et de la FFB, où il diffuse son diagnostic. Par contre, quand il est réglementaire, quand c'est le diagnostic PEMD, le maître d'ouvrage n'est pas forcément assuré pour faire ce diagnostic. Et c'est mieux d'avoir une tierce personne qui fait le diagnostic pour des questions de responsabilité aussi. Et après, aussi on va dire de retour d'expérience et d'expertise. Si on veut mener une démarche de réemploi, il y a besoin de connaître les filières de réemploi, de connaître beaucoup de choses sur le réemploi. Donc, je ne recommanderais pas forcément. Et après, la dernière question, mince, je ne me souviens plus. Ce que c'était. Ah oui, par rapport au programme de travaux. Donc là, je vous ai montré le dernier exemple, les hospices de Beaune. C'était donc avant que le programme de travaux soit établi, même si en fait, il y avait une sorte de pré-programme qui identifiait que 3 bâtiments allaient être démolis et qu'il y aurait des nouveaux bâtiments reconstruits. Peut-être qu'à partir du diagnostic, des architectes vont se dire non, finalement, nous, on va imaginer un bâtiment à partir de l'existant. Donc, en effet, ça peut être intéressant de le faire. Par contre, ce que je voulais dire par que le programme travaux soit bien défini, c'est vrai que nous, parfois, on nous demande des diagnostics sur des projets de réhabilitation. On ne sait même pas si les cloisons vont être conservées, on ne sait même pas si les sols vont être changés, etc. Donc, on fait des hypothèses. Et finalement, ce diagnostic, une fois que le programme travaux est vraiment défini, il est à refaire, il est à mettre à jour. Donc il faut parfois faire des mises à jour plus tard. Donc on va dire que ça peut être intéressant de faire un pré-diagnostic, notamment sur l'aspect réemploi. Après, sur l'aspect quantitatif de tous les déchets qui vont vraiment être produits, qu'est-ce qui peut être recyclé, ça c'est parfois plus intéressant de le faire une fois que c'est bien détaillé, puisque sinon on va devoir y revenir par la suite. Non, c'était juste aussi pour compléter la réponse concernant les compétences du diagnostiqueur. Je pense qu'un des enjeux du réemploi, c'est aussi d'être en capacité d'identifier des domaines de réemploi pour les matériaux. Et souvent, en tout cas, dans une certaine partie des cas, en imaginant un détournement d'usage de ces matériaux, donc en considérant la matière comme une matière première disponible pour être remise en œuvre. Et donc pour ça, c'est quand même important d'avoir des personnes qui soient en capacité d'avoir cette approche plutôt conceptuelle, mais aussi qui comprennent et qui connaissent bien le bâtiment. Donc ça peut être tout à fait des personnes qui ont une formation dans le bâtiment et qui ne sont pas forcément architectes ou des concepteurs réellement, mais en tout cas qui savent comment on construit un bâtiment. Donc nous, on a travaillé avec... on a formé une personne en insertion qui était maçon au départ et qui ne pouvait plus continuer d'exercer à cause d'un problème de santé. Et donc, il voulait se reconvertir dans le diagnostic ressources et PEMD notamment. Et en fait, son savoir-faire et sa compétence de maçon étaient hyper utiles et intéressantes au même titre que peut l'être celle d'un autre diagnostiqueur qui a plutôt une formation de concepteur. Mais en tout cas, je trouve que c'est important. Et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, que par rapport au diagnostic déchets, on est des personnes qui aient cette capacité de se projeter. Et ça, du coup, c'est plutôt accessible à des personnes qui sont vraiment ou la construction ou directement qui ont une formation de maîtrise d'œuvre, de conception. Je vais juste rajouter
la réglementation elle est faite pour des bâtiments de 1000 m², supérieurs à 1000 m². Et malheureusement, Bourgogne-Franche-Comté, on a beaucoup de bâtiments qui sont inférieurs à cette surface-là. Et donc, le travail qu'on va mener, c'est aussi comment on peut donner des outils d'autodiagnostic aussi à des collectivités ou à des services techniques qui permettent de faire rapidement un autodiagnostic sans forcément passer par un bureau d'études. Parce que sinon, on va oublier une quantité importante de bâtiments et surtout des petits bâtiments où il y a beaucoup de réemploi. Je parle dans les communes, etc. Vous voyez des mairies qui se refont se faire, des logements très anciens, etc., où il y a un potentiel de réemploi. Et donc, le travail qu'on va mener, c'est aussi pour le... On ne va pas rester que sur les bâtiments 1000 m², parce que ça serait trop facile. Et déjà, c'est de l'obligation. On va aussi aider les maîtres d'ouvrage et aussi les maîtres d'œuvre à s'outiller pour qu'il y ait des diagnostics légers sur les 7 ou 8 points que tu as mentionnés tout à l'heure, pour les généraliser. Parce que sinon, on va oublier une partie importante de matériaux qui pourraient être employés. Bonjour, je m'interrogeais si ce diagnostic pouvait aussi être décliné sur l'aménagement de l'espace public. Alors même si effectivement, si j'ai bien compris, en tout cas, il n'y a peut-être pas d'enjeu réglementaire pur, mais s'il y a une volonté de maîtrise d'ouvrage d'aller un petit peu plus loin, est-ce qu'on pourrait le décliner en l'état ou avec des modifications sur, je ne sais pas, un aménagement un peu complet de revitalisation de centre, ville ou une place importante ou quelque chose de cible? C'est vrai que c'est pas pris en compte dans la réglementation, donc ce n'est pas obligatoire, mais par contre oui, un maître d'ouvrage peut très bien faire un diagnostic ressources de son espace public. Et nous en tout cas, on a l'habitude quand on fait un diagnostic sur un bâtiment de définir tout le périmètre autour aussi qui est concerné par le diagnostic. Et donc on a déjà tous les éléments, puisqu'il y a des parties d'espace public liées en cœur d'îlot, liées au bâtiment, par exemple. Donc, toutes les données sont déjà existantes. Et c'est vrai que les maîtres d'ouvrage publics, notamment, pourraient avoir ce réflexe. Merci beaucoup. Merci à vous. On a presque rattrapé notre retard.